Je remercie Yuri et j'invite Frank Patton à venir au pupitre. Donc Frank Patton est glaciologue, il est professeur à l'ULB, notamment co-titulaire avec Jean-Louis Tison et moi-même du cours Climat, Sciences et Politique, et il va nous faire une présentation ce soir sur ses travaux récents et notamment une publication qui sortira d'ici quelques jours et nous parler donc des impacts d'un réchauffement d'1,5 degré sur la fonte des glaces et sur la hausse du niveau marin. Franck, la parole est à toi. Oui, merci. Je suis persuadé que le français de Yuri est meilleur que le mien, mais moi je vais quand même le faire en français parce que je suis prof ici. Merci. Donc, oui, cet article, c'est suite à une réunion d'un groupe d'experts sur le bilan de masse des calottes glaciaires et le niveau marin, qui a eu lieu ici à Bruxelles, qu'on a donc écrit cet article qui va apparaître lundi en Nature Climate Change et qui est sous embargo pour la presse, d'ici lundi 17h. Pourquoi ces calottes glaciaires sont importantes? C'est parce que quand on regarde les impacts, même ici, ça c'est une figure qui provient de ce rapport de 1,5 degré, les impacts majeurs, c'est entre autres dans la région arctique, déjà actuellement, on voit un impact, et aussi dans les régions côtières suite aux inondations. Et donc ces deux facteurs sont reliés ou ont un impact en fait sur les calottes glaciaires. C'est un impact assez visible, le niveau marin. L'impact, un des impacts les plus directs de la hausse de la température atmosphérique. Et c'est dû à deux facteurs. Le fait qu'il y a un ajout de l'eau dans les bassins océaniques par la fonte des glaces, et il y a aussi une expansion thermique des océans, parce que quand on chauffe l'océan, eh bien, il prend un plus grand volume. Et donc, sur le siècle précédent, on a déjà vu une hausse d'environ 2 mm par an. Ce siècle-ci, c'est plus que 3 mm par an, et il y a même quelques pics de plus que 4 mm par an. Donc, on voit une accélération sur les dernières années. Et c'est environ un tiers qui est donné par cette expansion thermique. Et le reste, c'est la fonte des glaces, où majoritairement, c'est différentes glaciers ou différentes régions glaciaires, et puis aussi une partie qui est le Groenland. Je cherche le Groenland, c'est ce grand morceau-là, et aussi l'Antarctique qui est un plus petit morceau. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces deux-là? C'est parce que potentiellement, ils contiennent une quantité d'eau sous forme gelée qui peut augmenter potentiellement le niveau marin avec plus que 70 mètres. Et donc, ça, c'est gigantesque. Car quand on regarde les glaciers, eux-mêmes, ils sont donc en forte diminution de volume, mais donc ils avancent vers en fait un volume qui tient vers zéro. Comment on peut projeter maintenant ou prédire le futur de cette hausse du niveau marin ou le changement du niveau marin? Eh bien, pour ça, on se base sur des modèles climatiques à la base qui traduisent différents scénarios en changement de température atmosphérique. Et donc, on appelle ça des RCP, Representative Carbon Pathways. Et là, il y a donc plusieurs qui ont été considérés pour le dernier rapport du GIEC, pas le 1.5, mais le dernier grand rapport du GIEC qui est sorti en 2013. Et donc, on voit le RCP 8.5 qui mène à une hausse de la température d'environ 4 degrés en moyenne. C'est le business as usual. Et puis, on a le RCP 2.6. C'est celui qu'on voit ici en bas. C'est celui qui va donc limiter le niveau global de hausse de température à 2 degrés et on voit même un déclin de cette température selon tous ces scénarios. Et donc c'est celui qui est considéré parce qu'en fait tous ces modèles climatiques, on n'a pas encore avec ces modèles fait des RCP qui mènent directement à un 1.5. Donc on est toujours quelque part entre 1.5 et 2 degrés.
Les conséquences de ces différents scénarios, si on voit ici le contraste entre un RCP 2.6 et 8.5, un 8.5 chauffe plus. Hein, ça c'est clair, donc c'est un peu plus rouge. Mais il y a autre chose, c'est qu'on voit aussi que dans les deux cas, il y a une hausse de température plus prononcée dans la région arctique. Et ceci est dû à ce qu'on appelle l'amplification polaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on a une hausse de température, il y a plus de fonte de glace et de neige, et ce sont des surfaces qui reflètent l'énergie vers l'espace, et donc il y a plus d'énergie qui sera absorbée par les océans et par les surfaces terrestres, et donc ça augmentera aussi dans ces régions la température en plus. Donc c'est un feedback positif, donc qui mènera à une hausse de température plus élevée par rapport à d'autres régions et par rapport à la moyenne globale. C'est essentiellement la glace de mer qui va jouer un rôle là-dedans, et c'est la glace de mer qui est occupée, on ne le voit pas ici parce que je l'ai enlevé. Donc en réalité, il y a tout cet océan arctique qui est couvert de glace de mer, et une diminution de cette glace de mer va donc augmenter cet effet de feedback. Je vais parler ici d'autres glaces, et ce sont donc ces deux grosses taches blanches que vous voyez là. Donc il y a dans le sud, c'est l'Antarctique, et donc dans le nord, c'est le Groenland. Les deux situations sont différentes, on ne peut pas mélanger les deux types de polaires. La calotte de l'Antarctique est donc un continent entouré des océans. L'Arctique, c'est un océan entouré des continents. Et donc, un de ces continents, c'est donc le Groenland. Et donc, le comportement va clairement aussi être différent pour les deux avec un réchauffement climatique. Quand on regarde les observations, et suite à cette amplification polaire, eh bien, l'augmentation de la température au-dessus du Groenland a été beaucoup plus forte que celle qu'on a observée globalement. Donc c'est une hausse de 5 degrés en hiver, 2 degrés en été, depuis le milieu des années 90. Et donc, par conséquent, il y a une perte de masse que vous voyez ici, ces estimations qui ont été faites récemment, qui est environ de 0,7 mm par an pour la période 2010-2016. Et ce qui est clair là-dedans, ce qui provoque cette diminution ou cette perte de masse, c'est ce qu'on appelle le SMB, Surface Mass Balance. C'est donc le bilan de masse de surface, et c'est donc la somme des composantes de précipitation qui vont amener la neige, moins la quantité de perte via la fonte. Et donc, si celui devient zéro, eh bien, on a donc un bilan de masse zéro, il n'y a plus rien qui change. Donc, s'il est positif, on a donc une augmentation. S'il est négatif, on a une claire perte. Et donc, il y a quelques projections qui ont été faites avec des modèles climatiques. Si on hausse la température, comment ce SMB va réagir là-dessus, et comment aussi la fonte va réagir là-dessus. Eh bien, on voit clairement une diminution de ce SMB, et on voit donc une hausse de la fonte. Mais en fait, tous ces modèles sous-estiment un peu toutes ces pertes par rapport à ce que l'on observe actuellement, notamment dans le cas de la fonte. Quand on regarde les observations de fonte actuellement autour de Groenland, eh bien, on est déjà à cette limite qui correspond à une hausse globale de température de 2 degrés. Et une des raisons pour ça, il y a plusieurs, c'est entre autres une grande variabilité naturelle du système climatique, qui est peut-être une réaction suite à une augmentation de la température anthropique, mais donc, entre autres, le jet stream, le courant jet, qui s'affaiblissent et qui garde des systèmes beaucoup plus stables. On a des périodes de temps beaucoup plus stables. Hein. On a tous vu l'été, cette année-ci, il faisait chaud, il ne pleuvait pas et ça ne bougeait pas. Ce n'est pas notre temps. Notre temps est très variable, normalement. Mais donc, on a les dernières décennies de plus en plus de systèmes pareils. Heureusement pour le Groenland, cette année, c'était très bien,
parce que nous avait chaud, mais le Groenland était suffisamment froid, et donc il y avait donc beaucoup moins de fonte que les années précédentes. Donc on voit clairement une grande variabilité là-dessus, mais des années précédentes, on a eu des pics de fonte très importants. Et donc ceci n'est pas inclus dans les modèles climatiques, et quand on regarde ici, ça c'est une étude récente de nos collègues de Liège qui montre ici avec sans et avec ce blocking de Groenland, ce blocking de ces systèmes de haute pression, eh bien, on voit ici l'effet du fonte plus important à cause de nouveau une sorte d'amplification polaire, parce que l'albédo change et on augmente la fonte. Il y a quand même des projections qui ont été faites avec des modèles, et on voit ici, selon ce RCP 2.6, qui correspond à limiter le réchauffement global par 2 degrés, de environ entre 14 et 78 mm d'ici la fin du siècle, et une réponse quasi linéaire avec le forçage, c'est-à-dire si on augmente la température, eh bien le niveau marin ou la contribution au niveau marin monte donc linéairement avec. Et donc aussi une certaine stabilisation sur du plus long terme selon ce type de scénario. Mais ça c'est sans tenir compte de tous ces autres manquements dont je viens de parler. Quand on regarde maintenant l'Antarctique, eh bien au niveau des observations, on voit des choses qui sont légèrement différentes. On voit l'Antarctique, on peut le diviser en plusieurs endroits. Vite faire le tour ici. On a donc une grande calotte, c'est une grande calotte, mais elle est divisée en deux par une chaîne de montagnes ici. Et donc on parle de l'Antarctique de l'Est, c'est la partie grande, et puis l'Antarctique de l'Ouest. Eh bien, l'Antarctique de l'Est, là, on voit qu'il y a une légère hausse du bilan de masse, donc c'est-à-dire un gain. Ce qui est considéré comme étant normal, parce que si on a une hausse de la température atmosphérique, eh bien, il y a plus d'humidité qui peut être contenue dans l'atmosphère, donc plus de précipitations, et donc ça augmente la masse. Mais malgré tout ça, premièrement, pour vous dire que théoriquement, tout ça fit relativement bien, mais dans la réalité, on ne l'observe pas pas autant. C'est uniquement proche des régions côtières, et il y a entre autres mon collègue Jean-Louis Tison qui est là, qui a mesuré ici les variations de la température sur les dernières décennies, qui clairement montre cette hausse de bilan de masse sur cette période récente qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est un effet qui est relativement limité. Par contre, la majorité des variations, c'est une perte de glace essentiellement dans l'Antarctique de l'Ouest, avec actuellement une accélération qui mène à environ plus qu'un demi-millimètre par an contribution au niveau marin. Et donc cette perte, c'est essentiellement située selon la côte que vous voyez ici de l'Antarctique de l'Ouest, complètement différent. C'est autour du Amundsen Sea et Bellingshausen Sea. Et ces pertes de glace correspondent également avec une hausse de température que l'on observe dans l'océan et que l'on n'observe pas ailleurs autour de l'Antarctique, ou au moins moindre. Et donc tout ça, c'est à cause du comportement de cette calotte de l'Antarctique de l'Ouest, qui est ce qu'on appelle une calotte marine, parce qu'elle est donc en contact avec l'océan, et quand on regarde le flux des glaces, quand la glace arrive dans l'océan, eh bien, elle commence à flotter, elle forme ce qu'on appelle des grandes plateformes de glace, ou en anglais ice shelf, et qui ont un rôle crucial dans la stabilité de la calotte. Il faut imaginer cet ice shelf comme un bouchon sur une bouteille. Tant que le bouchon est bien fermé, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est donc normalement ce qu'un ice shelf doit faire. Mais dès que le bouchon commence à s'abîmer un peu, il y a donc des pertes de liquide dans la bouteille, ce qui se fait, et elle peut être attaquée par la fonte de la surface, mais aussi par l'océan. Et plus extrêmement, si on enlève le bouchon, si on déstabilise complètement cet ice shelf, eh bien, on a une perte
irréversible de glace qui se trouve à l'intérieur. Et donc le liquide va sortir de la bouteille. Et donc c'est ça un peu ce que l'on observe maintenant le long de toute cette côte de grandes pertes de glace suite à un effet arc-bouton qui est exercé par ces différentes ice shelves, qui est en diminution par rapport à ce qui était avant. Qu'est-ce qui fragilise ces shelves? Eh bien, il y a deux parties qui peuvent le fragiliser. D'abord, il y a la surface, contact avec l'atmosphère, mais l'Antarctique est relativement froid, et donc même une hausse de température n'a pas un impact si important sur la fonte. On observe un peu de fonte partout autour de l'Antarctique, c'est toutes ces taches bleues que vous voyez là, parfois très impressionnant. Mais ce sont aussi des phénomènes qui existent déjà là depuis plusieurs décennies, même avant qu'on a vu un changement. Et selon les modélisations, on montre que les grandes variations, les grandes quantités de fonte sur les ice shelves ne vont pas aller plus loin que la péninsule, et la péninsule, c'est cette région-là. Et donc, ne vont pas impacter le tout de l'Antarctique. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est l'océan. Et donc c'est l'océan, le contact avec l'océan et surtout des courants marins chauds. Et on trouve ici, justement, dans le Bellingshausen et Amundsen Sea, on trouve donc ce qu'on appelle des eaux profondes qui sont donc plus lourdes, plus denses, plus salins et aussi plus élevés en température, qui sont poussées proches vers ces ice shelves et qui vont donc là augmenter la fonte et fragiliser ces ice shelves, et on voit nettement cette tendance comme elle est observée actuellement. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas ailleurs, malgré le fait qu'avec une hausse de température atmosphérique, on considère aussi que l'océan va aussi se réchauffer et va augmenter la fonte ailleurs, seulement que ça va prendre un peu plus de temps. Ça ne s'est pas fait sur quelques décennies parce qu'en fait, l'océan réchauffe beaucoup moins vite que les terres émergées. Donc ici, il y a aussi quelques projections. Je prends ici seulement une étude, probablement aussi l'étude la plus controversée dans notre domaine, mais c'est quand même aussi un de nos co-auteurs. Rob De Conto avec le modèle de Dave Pollard, qui ont donc fait des analyses de qu'est-ce qui se passe dans un RCP 2.6, et même dans leur cas plus extrême, on arrive à un peu de stabilisation, mais donc des hausses de niveau marin qui sont de l'ordre ici de 0,11 mètres, donc relativement faible, et dans le cas plus extrême, 30 cm d'ici la fin du siècle, mais qui peut être plus élevé quand on regarde sur des échelles de temps plus importantes. On note déjà beaucoup de changements en Antarctique, et il y a donc, selon certains auteurs, il y a déjà des pertes de glace accrues qui se font même sans augmenter plus la température, donc sous les conditions que l'on observe actuellement. Et la limite devrait quelque part se trouver autour de plus 2,7 degrés pour avoir une contribution beaucoup plus importante, c'est-à-dire voire demi-mètre ou mètre d'ici 2100. Alors, une grande partie de l'étude a été consacrée au point de balance. Donc, basculement, c'est ça. Merci, Jean-Louis. Et donc, tipping points. Et donc, vous voyez ici, pour le cas d'un tipping point ou un point de basculement, ça veut dire qu'on atteint un certain point où une disparition d'une calotte glaciaire devient instoppable. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas se faire sur des décennies, ni d'ici la fin du siècle, mais peut déjà être mis en route maintenant, mais va se faire sur des échelles de temps que vous voyez ici, de milliers d'années. Et donc, ça, c'est ici une étude faite pour le Groenland, où on voit clairement, si on a donc un scénario de 2 degrés, où on reste en dessous de 2 degrés, que même sur du long terme, on voit qu'il y a une perte de glace, mais cette perte de glace est de l'ordre de 80 à 90%. Et ça devient dangereux pour
perdre complètement le Groenland si on arrive à... donc on perd pratiquement tout le volume au-delà de 2 degrés. C'est en fait le médian se trouve à 1,8 degrés. Donc c'est un peu plus élevé que notre 1,5 degrés. Évidemment, la vitesse de perte des glaces est une fonction de la perturbation de la température. Et donc, le plus vite qu'on va perdre la glace, le plus difficile, ça va être de s'adapter au niveau marin. Comme Yuri a déjà dit tout à l'heure, la hausse du niveau marin, c'est quelque chose qui continuera, n'importe quel scénario qu'on considère. C'est seulement qu'on peut limiter cette hausse ou on peut aussi limiter la rapidité par laquelle cette hausse va se faire. La raison pourquoi on a ça en Groenland, c'est à cause de ce qu'on appelle le feedback entre glace et élévation. Et donc, si je considère ici une calotte glaciaire, où il y a un équilibre entre l'accumulation et la fonte, ce qu'on appelle ablation, eh bien, si cette calotte devient plus petite, pour le même climat, eh bien, automatiquement, si elle est plus petite, la surface qui est culminante va donc connaître une température plus élevée qu'avant, parce que la température diminue avec l'élévation, et donc la zone de fonte devient automatiquement plus grande. Et donc ici, cette calotte-là est une calotte qui doit automatiquement disparaître à cause de cette perte d'accumulation. Pour l'Antarctique, c'est différent. J'ai déjà dit, c'est l'interaction avec l'océan. Et donc là, on a une instabilité qu'on appelle instabilité marine qui peut se faire. Et donc, si on a un recul de ce contact entre la calotte et l'océan, eh bien, la calotte recule dans des zones qui sont de plus en plus profondes, qui vont augmenter le flux de glace. Si on augmente le flux de glace, eh bien, la calotte va diminuer de taille parce qu'elle perd plus de glace. Et puis, ça va reculer encore plus. Et c'est typiquement ce qu'on trouve en Antarctique de l'Ouest, que le socle rocheux descend vers l'intérieur. Et donc, si cette ligne recule, eh bien, à chaque fois, elle rentre dans des eaux qui sont de plus en plus profondes. Et donc, ça peut mener à des hausses de niveau marin beaucoup plus importantes et qui correspondent pratiquement avec des scénarios où on fragilise tant les ice shelves qu'ils sont pratiquement disparus. Et donc, cette limite de fragilisation des ice shelves se trouve aussi autour de 2 degrés, où on arrive à ce qu'on appelle un sea level commitment de l'ordre de plusieurs mètres. On voit ici la fourchette entre 4 et 8 mètres, mais ça sur évidemment des périodes beaucoup plus longtemps. Donc c'est clair que si on veut éviter cette fragilisation des ice shelves, il faut limiter les émissions à 1,5 degré ou inférieur à 2. En résumant, les tipping points pour Antarctique et Groenland, ils sont autour de cette même température de plus 2 degrés, mais pour des raisons complètement différentes. Merci.